On se retrouve pour le nouvel épisode en langage C, l'épisode 16. Nous allons parler des structures. Je vous l'avais dit de toute façon à la fin de la vidéo précédente. C'était ce que nous allions aborder et c'est aussi marqué sur le titre de la vidéo. Vous allez voir que c'est assez simple à l'usage. En termes de syntaxe, on ne va pas avoir énormément de choses puisque nous allons principalement réutiliser aussi tout ce que nous avons vu dernièrement. Donc en termes de déclaration de données, de pointeurs également. On travaillera avec des pointeurs vers des structures notamment et de passage. Voilà, passage et retour à une fonction en travaillant avec des structures puisqu'il s'agit d'un type un peu particulier, un type de données un peu nouveau et un peu plus avancé par rapport à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc on va continuer dans ce sens. Une structure, globalement, il faut le voir comme un type de données, donc des données qui vont être agrégées. D'accord. Donc ça, finalement, c'est un regroupement, je peux dire, de plusieurs données de types différents, parce que c'est pas obligatoirement des données de même type. Là, c'est pas genre faire un tableau d'entiers, donc tous les éléments seraient des entiers. Ici, c'est de pouvoir dire, j'ai besoin de représenter. Alors, c'est une manière finalement de créer des nouveaux types. On peut le voir aussi un peu comme ça, de se dire, bah, je veux par exemple représenter une personne, ou n'importe quoi, ou un point. Imaginez un point à deux dimensions hein, dans un plan. Eh bien, un point, c'est deux éléments. Ça peut être deux entiers pour la coordonnée x et la coordonnée y. Dans un jeu vidéo, alors même si c'est un exemple très simplifié, si je veux représenter un joueur, vous voyez, il n'y a pas de type joueur en langage C tel quel. Ce serait même d'ailleurs bizarre. Il faudrait imaginer créer autant de types que l'être humain pourrait imaginer. Donc ça deviendrait compliqué. Et un joueur, on peut se dire, bah, ça peut être par exemple un personnage qui a un nom, un personnage qui a un niveau hein, dans un jeu pour la progression, d'indiquer si le personnage en question est actif, hein, s'il est actif ou s'il est banni par exemple, s'il ne peut pas être joué, et d'autres informations comme ça. Donc c'est pas forcément des plus pratiques. Donc pour ça, si je veux représenter deux exemples, donc par exemple, je vous le disais, un point en deux dimensions, donc on aurait ces informations-là et ce qui représenterait un joueur. Donc là, on aurait un nom, un niveau, et puis par exemple, s'il est actif, donc je vais mettre ça sur j'aurai un booléen, hein, Isaac active, tout simplement. Eh bien, on a besoin d'avoir quelque chose. Il faudrait qu'on ait quelque chose au niveau du langage pour pouvoir créer ces types-là. Parce que juste si on crée un entier X, un entier Y, on a deux variables qui sont séparées. Vous voyez, elles ne sont pas regroupées, donc on ne saura pas qu'elles vont forcément ensemble. Et pareil au niveau du joueur, on peut créer une chaîne, un entier, un booléen, mais on va pas, voilà, encore une fois, avoir ce regroupement-là. On n'aura pas de données agrégées. Et pour la manipulation, par exemple, bah, d'un simple joueur ou d'un point, ça va très vite devenir beaucoup plus compliqué. Donc pour ça, je vais déjà bon, rajouter l'entête pour manipuler les booléens, même si bon, normalement ça fonctionne même sans de plus en plus avec les nouvelles normes, mais pour être sûr, voilà, on va pouvoir créer des structures. Les structures, on va donc définir celles-ci. Alors normalement, hein, si on veut faire les choses proprement, on devrait le faire dans un fichier d'entête, puisque c'est de la définition, donc rappelez-vous ce qu'on a vu hein, avec la programmation modulaire, on pourrait se créer un fichier avec extension H, et on définit la structure dedans, et ensuite on l'utilise. Mais bien sûr, alors, c'est vrai que je dis pour des simplifications, mais en fait même pas, on va faire ça en fait, c'est pas non plus grand-chose, donc on va le créer tel quel. Voilà, on va le faire ici, et je vais mettre voilà, comme ceci. De toute façon, on n'a pas grand-chose à faire en soi, on va juste créer des définitions. Je ne vais pas forcément implémenter des fonctions pour ces exemples-là. Et on va faire de quoi représenter pardon, notre joueur. Je voulais pas le faire, puis finalement on va le faire. Hein, un petit peu. Je ne vais pas de toute façon à tous les épisodes, donc de temps en temps, c'est pas plus mal un petit peu de revenir là-dessus. Ça fait quelques rappels aussi avec des choses qu'on a vu avant. Voilà. Hop. Et ici on va reprendre pour point. Les exemples vont être assez simples, donc pas de problème pour la suite. Ok, comme ça nous avons ces éléments ici. Et on ajoutera. Pourquoi je mets des. Mec, invente des syntaxes. Pas grave. Et en plus, voilà, fichier d'entête pour les deux. Comme ça, on aura ces deux éléments-là. Nous allons créer une structure pour représenter un point à deux dimensions et une structure pour représenter notre joueur. On va faire la définition. On va commencer par le point, parce que ça va être le plus rapide à faire, ici. Et la structure va se noter avec le mot-clé struct. Mais bon, on avait vu rapidement hein, les mots qui étaient réservés au niveau du langage C, donc en voici un nouveau. Je vais indiquer son type directement. Donc, par convention, pas obligatoire, enfin j'ai par convention, en plus c'est même pas forcément vrai, puisque je peux le faire commencer par une majuscule, mais souvent le langage C crée souvent des types où ils mettent un nom de quelque chose et ensuite un tiret du bas et un T pour indiquer c'est un type. D'où, bah, rappelez-vous, vous avez vu hein, ce type-là. On a également, on le verra pour les dates, les heures, etc. On a ce genre de choses-là. Donc c'est vrai que je pourrais très bien faire quelque chose comme ceci. Hein.
si je veux respecter un petit peu la même syntaxe, et pour le joueur, de faire quelque chose comme ça, bon, voir un peu, mais nous on va rester sur cet exemple-là, pour faire un peu la différence, on va dire, avec ce qui fait partie de la bibliothèque standard, donc je ne vais pas mélanger les choses. Au niveau de la définition, c'est un bloc de code, donc dans des accolades, et là vous voyez déjà on comprend qu'il va y avoir une histoire de regroupement. C'est-à-dire que dans ces accolades, nous allons indiquer toutes les données membres, c'est-à-dire qu'est-ce qui compose cette structure de points à 2 dimensions. Et on l'a vu tout à l'heure rapidement, un point de dimension, c'est 2 coordonnées, x et y. Donc j'initialise, enfin je déclare en tout cas dans la définition plutôt, on n'initialise rien du tout, une donnée x et une donnée que je vais appeler y. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus parlant. On n'oublie pas le point virgule. On comprend bien qu'un point 2D, ce sont ces deux données-là. Voilà. Au niveau du joueur, ce qui va représenter un joueur, on va appeler ça player. On va indiquer un nom. Donc je vais mettre taille arbitraire, considérer que bon, 24 caractères, hein, rappelez-vous, on ne compte pas le caractère de fin, c'est largement suffisant pour un nom de personnage. Valeur pour le niveau, un entier, ça ira très bien. Et un booléen pour dire s'il est actif ou non. Voilà, si un personnage est actif, donc on peut l'utiliser ou non. Donc c'est souvent ça dans les jeux. Comme ça, on peut indiquer ce genre de choses. Vous pourriez bien sûr, dans un vrai exemple, avoir beaucoup plus de données membres que ça, mais là, c'est le minimum. Et pour ce que je vais vous montrer dans cet épisode, ça sera largement suffisant. Comme ça, nous avons tout qui est indiqué ici. Maintenant que nous avons défini ces structures, on va pouvoir les utiliser. Alors, si on veut bien sûr implémenter des fonctions qui utiliseraient ça, l'idéal au niveau programmation modulaire, ce serait de créer un fichier source player, un fichier source point, et d'écrire nos fonctions là-dedans, les implémentations, et de mettre juste les prototypes ici. Et c'est exactement tout ce que nous avons vu sur l'épisode au niveau de la programmation modulaire. Donc je vous renvoie vers ça si ce n'est pas encore suffisamment clair, mais ça doit l'être normalement à ce stade du cours. Et nous, on va juste directement utiliser, tout bêtement, ici on ne va pas créer de fonction pour ces structures, on va juste les utiliser telles quelles ici, pour simplifier un petit peu. Donc je vais enlever ça, parce que maintenant, bon, on l'a bien dit, donc ici bien sûr c'est là qu'on on s'amusera à faire de la documentation, hein, à bien documenter pour documenter cette structure, de quoi elle est composée, etc. Mais bien sûr, on ne va pas s'amuser à faire ça sur cette vidéo. Au niveau de l'usage, déclarer et initialiser une structure. Voilà. Ce qui ne va pas de toute façon être initialisé sera mis à 0, ou bien sûr, pointeur nul, évidemment, il y aura un pointeur nul si jamais il y avait une valeur qui serait, comment dire, équivalente. Donc on retrouverait ça, et on va pouvoir donc initialiser les données par rapport à ce que l'on veut directement. Pour le point, ça va être très simple. Donc déjà, on va indiquer le mot-clé struct. Alors, je vais mettre ceci, en point 2D, parce que ça correspond à ce type-là. Et ensuite, un nom de variable, voilà, tout simplement. Si je le mets tel quel, j'ai déclaré une variable de type, vous voyez, struct point 2D. Voilà, donc on a vraiment ce type-là. Si on veut éviter cette syntaxe complète, moi je trouve, personnellement, je préfère ce que je trouve que ça permet de ça d'indiquer explicitement ce que nous avons. On a possibilité de créer des alias, éventuellement on reviendra sur cette syntaxe, mais un alias très simple de se dire, donc avec le mot-clé typedef, je vous montre rapidement ici ce qu'on reviendra dessus, de dire que voilà, on remplace cette syntaxe par cette syntaxe. C'est-à-dire que B devient un alias de A. Donc, voilà, au lieu d'écrire tout ça, on peut dire par exemple qu'on peut indiquer ce. On pourrait même s'amuser limite à faire ça. D'ailleurs, ça n'empêcherait pas de dire dès qu'on note ceci, eh bien ça correspond à note. Ah, ça revient à noter ça, c'est un alias. Donc souvent vous verrez dans des programmes ceci, et comme en fait ici on pourrait très bien indiquer la structure complète, d'accord? Eh bien c'est comme si nous mettions, vous voyez ça, là. Donc plus souvent pour faire les deux en un, vous verrez quelque chose comme ça. Voilà, pour indiquer, tu remplaces, enfin tu crées un alias point, voilà, un alias ça, qui en fait est un alias de ceci, et en même temps, on fait bien sûr toute la définition de la structure. Voilà, donc plus souvent quand on fait les deux, on retrouve cette syntaxe-là si on ne veut pas les séparer ensemble, donc c'est l'un ou l'autre. Moi, comme je vous ai dit, je préfère que ce soit explicite, donc généralement je ne le mets pas, je préfère que ce soit comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Si pour vous, vous voulez raccourcir l'écriture, comme d'habitude, si pour vous c'est plus lisible, je ne vois pas de problème à ça, donc vous êtes assez grand pour savoir quoi faire et décider de quoi faire par rapport à votre code. Donc moi j'ai ceci, j'ai mon point, si je veux initialiser avec des valeurs, donc ça va se passer par l'opérateur d'affectation, et on va le faire dans des accolades. Voilà, donc rien à voir avec les tableaux, attention, c'est pas parce que ça ressemble au tableau que c'est pareil, c'est juste les opérateurs qui ont été choisis pour indiquer l'espace, on va dire, d'initialisation des éléments. Et là, vous les mettez soit dans l'ordre, tel qu'ils sont définis,
d'accord? Donc X et Y, donc si je fais ceci, voilà, 155 c'est X et 48, soit vous pouvez indiquer explicitement les valeurs que vous avez. Donc dire voilà, donc en mettant un point avant, c'est important, comme ceci, et là vous les mettez bien sûr dans l'ordre que vous voulez. Donc si plus tard vous avez par exemple plusieurs valeurs, et vous voulez, je sais pas moi, mettre ça en premier, enfin ça en premier et puis ensuite ça, bah, il suffira de mettre ça en premier pour l'initialisation, et ainsi de suite au niveau des valeurs qu'on a. Donc justement, on va créer de toute façon l'autre valeur qu'il faut. Voilà, player, P. Et comme ça, bah, lui, je peux indiquer, voyez, is active, il est, je peux indiquer le nom, comme ça on peut indiquer les valeurs directement, le retour de Chuck et le niveau 1. Et voilà, on a déclaré et initialisé deux variables, dont une est un pointeur, non, est une variable de type struct, voilà, donc une structure de point de d, et l'autre structure de joueur. Et comme ça, on a différentes données qui sont notées telles quelles. Voilà. Donc vous voyez, simple, syntaxe, pas rien de compliqué. On voit un petit peu comment que ça se passe. En termes de mémoire, rapidement, ce que je vais vous montrer, c'est plus pour de la curiosité, d'accord, pour de la, comment dire, de la connaissance générale, la culture générale, c'est pas forcément absolument essentiel à savoir pour faire du langage C. J'aurais pu ne pas vous l'expliquer et ça ne vous aurait pas empêché d'utiliser des structures. Mais il y a une petite chose à connaître en termes de mémoire, comment les données sont enregistrées. Parce qu'on a dit qu'on parlait de regroupement de plusieurs données. Nous ne sommes pas vraiment dans un fonctionnement propre au tableau, mais il y a quand même une histoire de regroupement. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc je vais revenir ici, à nouveau, représentation simplifiée de la mémoire, des espaces qui vont être pour les données. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher, si possible, des données qui vont quand même être ensemble, qui vont se suivre. Donc ce qui va être fait, si je prends par exemple cet exemple ici, rapidement, vous voyez qu'on a deux entiers, donc on va avoir les valeurs qui sont là. Le problème, oui, non, c'est pas un problème, c'est tel que sont faites les architectures, donc je vous renvoie bien sûr vers des vidéos d'architecture si le sujet vous intéresse en détail. Au niveau des adresses, il faut qu'on conserve un certain alignement. C'est obligatoire, voilà, on ne peut pas en fait mettre les données n'importe où, et je ne l'avais pas forcément d'ailleurs expliqué dans d'autres vidéos parce que ce n'était pas nécessaire, mais il faut garder un certain alignement, et bien sûr, en fonction de la taille que font certaines données, soit bah, ça s'aligne parfaitement, et ça tombe bien, soit c'est pas le cas, et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de mémoire, on va avoir des espaces qui vont être, on va avoir en fait des espaces de bourrage qui vont être faits pour garder l'alignement. C'est-à-dire qu'on va avoir des espaces perdus. Alors admettons, je vais essayer vraiment de simplifier encore une fois au niveau des explications, parce qu'on n'est pas sur un cours technique en termes encore une fois d'architecture des ordinateurs, mais imaginons, voilà, qu'on est, donc ici voilà, on va imaginer un certain alignement, on a nos deux données de notre point 2D, donc par exemple ici on a mis le X ici, on a mis le Y là, d'accord, et dommage, admettons, donc là ça a commencé sur un certain alignement, et une fois qu'on arrive à ce stade, eh bien on n'est pas aligné comme il faut au niveau de la mémoire. Donc ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'il va y avoir tout un espace qui va être pris, et donc sera perdu, pour remplir, vous voyez, pour revenir jusqu'au moment où au niveau des adresses, nous respectons en fait l'alignement au niveau de la mémoire. Et donc, on pourra commencer éventuellement à écrire des données à partir de là, il y a un espace pour autre chose plus tard. Donc peut-être, je sais pas moi, qu'il y a voilà, des données utilisées par un autre programme ici, mettons, voilà, et puis là plus tard, hop, à nouveau, pour par exemple notre joueur, on a donc voilà, est actif quelque part ici. Donc je vais prendre plus petit, même si ça correspond pas, hein, c'est pas du tout à l'échelle, bien sûr. Là, on a ensuite, hop, prendre par exemple pour la valeur de nom, si on veut quelque chose d'assez grand, ou autre, parce qu'en fait, on a mis name avant, bon, bref. On j'avais dit que c'était pas vraiment à l'échelle en soi. Voilà. Entier ici, quelque chose comme ça, et complété. Et en fait, il faut qu'il y ait toujours un alignement en fait là-dedans. C'est-à-dire que le but, c'est que à chaque fois que nous avons notre regroupement de données qui est fait, des données agrégées, que ça conserve le bon alignement en mémoire. Donc si, admettons, ça tombe pile, paf, là si on a eu de la chance, ça tombe pile, bon bah c'est bon. On n'a pas, voyez, besoin de compléter avec des données, on va dire, vides, gâchées. Donc on n'a pas gaspillé d'une certaine manière de l'espace en mémoire. Mais si malheureusement ça tombe pas juste, et c'est quand même très souvent ça, qu'on se retrouve par exemple, je sais pas, là, qu'on se retrouve là, eh bien il faudra bien forcément compléter à nouveau, voyez, pour que ça remplisse complètement. Et on va avoir ça. Donc ce qui peut être fait, alors ça concerne vraiment quand on veut faire de l'optimisation, mais quand c'est nécessaire, sachant qu'il y a des optimisations de toute façon qui en amont sont faites par le compilateur. Donc je le dis, pour 99,9999% des gens qui regardent cette vidéo, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas concerné par ces histoires d'optimisation, ça n'aurait aucun sens. Le compilateur fera le maximum des choses à faire et ce sera largement suffisant.
Mais je m'adresse plus aux gens qui travailleraient sur des systèmes embarqués avec vraiment des contraintes de mémoire très 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 strictes, d'accord? Vraiment dans des conditions très particulières, c'est-à-dire 0,0000001% d'entre vous. Et dans ce cas-là, il convient, il est mieux, même si encore une fois les compilateurs maintenant font une grosse partie du travail, je l'avais dit, mais si vous voulez être sûr, vous savez, un petit peu la paranoïa de se dire mais je vais être sûr, donc c'est le cas, de faire en sorte eh bien, de mettre forcément en fonction des tailles de données, ce qui va être le plus gros en premier. D'accord? De compléter pour avoir en fait les données dans un bon ordre et faire en sorte eh bien, que l'alignement soit respecté, enfin qu'on ait en fait le moins d'espace gaspillé possible. C'est plutôt ça. C'est qu'en fonction de comment vous allez aligner les données, eh bien, vous serez le plus proche possible du bon alignement en mémoire et il va y avoir de moins en moins d'espaces comme ça qui vont être complétés. D'accord? On va avoir beaucoup, beaucoup moins ce genre de choses qui va se produire. Et donc, forcément, on optimise un petit peu l'espace mémoire qui est utilisé. Donc vraiment, je vous avais dit, je vous présente ça juste pour dire que ça existe, vous voyez, c'est ce qui se passe en interne, donc c'est bien de savoir quand même ce qui se passe, mais pas dans l'idée de attention, faites attention au niveau de l'ordre dans vos structures, etc. On s'en fiche. Si vous mettez un booléen ici avant, il n'y a pas de problème. Voilà, je le dis, c'est important. C'est comme l'utilisation d'un type voilà, short au lieu d'un int, ça sert à rien. De toute façon, le compilateur, il va remplacer par un int. Donc si vous mettez un short, c'est lui-même qui va mettre une valeur, un type plus grand. Donc ça sert à rien. Voilà. Vous travaillez avec des flottants en 32 bits, la précision 32, alors que l'ordinateur, de toute façon, travaille maintenant aussi vite avec des valeurs double précision. Donc ça sert à rien d'être en 32, sachant que vous n'allez pas faire un programme plus rapide ou plus performant comme ça. Donc attention, ne tombez pas dans le piège de je vais optimiser le moindre truc. L'optimisation, c'est quelque chose de toute façon qu'on fait vraiment sur la fin et qu'on le fait quand c'est nécessaire. Voilà. Si un programme tourne bien, qu'il est rapide, etc., pas besoin de chercher à gagner de l'espace ou quoi. Il n'y a pas de problème. Donc je vous dis, pour la majeure partie des gens, ça ne vous concernera pas. Mais il fallait quand même que je vous en parle, parce que ça fait partie un petit peu de choses qui se passent en mémoire. Donc c'est bien de savoir ce qui l'en est. Bien, ceci étant dit, c'était la petite parenthèse. On va maintenant voir un peu ce qui se passe par rapport à ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, oui, je peux quand même vous montrer vite fait, parce que ça c'est du code, donc ça peut être intéressant, de voir un peu ce qui se passe selon les éléments que je mets. D'accord? Si je mets ça. Parce que là, globalement, si je mets ce type-là, on va avoir 25. D'accord? Parce que c'est 25 caractères, donc 25 d'éléments au niveau des octets. Donc je ne vais pas noter comme ça, parce qu'on va avoir des petits problèmes. Voilà, 25. Et ici, on va avoir 4. Alors 4 ou 8, selon la taille que ça fait. D'ailleurs, c'est vrai que moi, je pense que ça fait 8. Ouais, je pense que sur mon système, ici, ça fait 8, un entier. Et ici, on va avoir 1 pour le booléen. Mais de toute façon, le meilleur moyen de vérifier, en fait, c'est de faire ce calcul-là, enfin de faire ce calcul-là, cet affichage-là. Taille. Comme c'est une taille ZU, j'y passe pas de bêtises, et on va utiliser vérifier avec l'opérateur sizeOf directement. Alors je peux mettre la taille d'ailleurs de l'autre. C'est qu'on peut faire les deux. Pour montrer quand même que ça a un impact. Parce que bon, c'est bien que je vous le dise comme ça à l'oral, mais quand même qu'on le voie. Qu'on voit que c'est pas juste pour faire joli. Je l'utilise pas bien sûr, c'est normal. Voilà. Donc voilà, c'est bien ça. C'était donc 25. C'est ça. Ok. D'ailleurs, on a même des données plus grandes en fait qui sont pas. C'est pour ça que j'ai dit, selon les implémentations, les systèmes, on n'a pas forcément les bonnes tailles de données. Donc vous voyez, ça occupe un certain espace. Voilà. Ici, ma structure occupe 36. D'accord? Nombre d'octets, 36. Ici, 8 pour le point. Donc c'était bien 4 en fait, c'était ça. 4 et 4, 8. Donc ça occupe cet espace. Si je change, hop, je déplace là, vous voyez qu'on passe à 32. Voilà. Donc, on a cet espace qui est pris. Alors là, pourquoi? Parce que tous les caractères ne sont pas forcément occupés. Donc il faut voir en fonction. Donc selon, encore une fois, l'ordre que vous avez ici, eh bien évidemment, ça va occuper plus ou moins d'espace. Donc ça, encore une fois, quand on est sur des systèmes où on a très 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 peu d'espace adressable, évidemment c'est important. Et à nouveau, là on passe à 36. Donc le moindre changement va avoir son importance. Bon là, ce sont deux entiers, donc peu importe l'ordre, ça va rien changer. Mais vous voyez un petit peu quand même ici, on gagne. Alors, on gagne pas grand-chose, on gagne combien? On gagne 6, 6 octets. Bon, c'est pas sur les ordinateurs, vous comprenez aujourd'hui, quand vous êtes sur même du 8 Go de RAM, 16, bon, gagner 8 octets sur des millions, ça sert à rien, mais sur des systèmes qui seraient vraiment tout petits, des microcontrôleurs, ça peut avoir son importance. Donc il fallait quand même que je fasse cette petite parenthèse pour vous dire que, attention, c'est ça qui se passe en fait en mémoire.
Il y a des petites choses qui se passent en interne au niveau des structures. Bien, donc moi on va revenir là-dessus. Ah, c'est très bien comme ça, puis je préfère, c'était plus logique. Le nom, le niveau, et ensuite s'il est actif ou non. On s'embête pas avec le reste. Hop. Et on va revenir comme ça sur la suite. Mais bon, je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu, de faire cette petite parenthèse ici. Au niveau de l'accès, l'accès et modification des données. Tout simplement, ça va être très simple aussi. Quels que soient les éléments ici que nous avons, donc par exemple, je veux afficher le point, alors coordonnées, ou même toutes les coordonnées en fait. Voilà. Je vais afficher par exemple ça comme ça. Hop. Pour accéder, alors d'ailleurs, c'est bien ce que j'ai viré. J'ai viré toutes les données, attendez. Il a tout viré le mec. Hop, on revient. Parce que si je vire la moitié, pas aller trop vite en fait, parce qu'après, je vais faire des erreurs à vouloir aller trop vite. Donc ceci, j'affiche mes deux éléments, et ici vous allez utiliser le point. Comme utiliser le point ici pour éventuellement indiquer les données initialisées précisément, et bien pour accéder à une donnée membre à partir d'une variable qui est une structure, vous mettez le nom de la variable, point, le nom de la donnée membre. Donc si je veux x c'est ça, si je veux y, c'est ce qui correspond bien sûr à la définition, les noms ici, il n'y a pas de problème. Bon, donc je fais ça, c'est pas utilisé, c'est normal, donc ça correspond bien. Et pour le joueur, donc je vais mettre joueur, je vais pas afficher l'autre, hein, il est actif ou non, on s'en fiche. Et ici on va juste faire p.name, p.level, hop, on refait, et voilà. On a bien toutes les informations qui sont enregistrées. Donc là, c'est plus intéressant. Maintenant, nous avons un type, on a créé un nouveau type de données qui regroupe des informations ensemble en considérant qu'elles font partie du même type en lui-même. Voilà. On n'a plus maintenant une simple chaîne de caractères isolés, un entier isolé, un booléen isolé. On a juste quelque chose, un type qui représente un joueur et qui effectivement dans ces données membres contient eh bien, ces trois types-là de données un peu plus, on va dire, brutes au niveau du langage et qu'on peut maintenant manipuler ensemble. Donc tout ça, en fait, ce sont les mêmes règles. Voilà. Ici, vous avez un entier, quand vous accédez à ça. Donc tout ce que vous allez faire sur les entiers, vous pouvez le faire là-dessus. Ça, c'est une chaîne. Donc rappelez-vous ce qu'on avait vu avec l'usage notamment de ceci. Si on veut faire de la copie de chaîne, eh bien on pourrait faire de la copie là-dedans. Si on veut changer par exemple une valeur, on pourrait à nouveau utiliser ça. Donc ça rejoint tout ce qu'on a vu. Vraiment, c'est exactement tout ce qu'on a vu. Si on veut modifier une chaîne, il n'y a pas de problème. Alors si je veux modifier le reste, bon, bien sûr, je vais passer ça là-dessus. Hop, mettre ça là ici. On va pas aller trop vite. On va aller ici. Là, je fais ça. Je change X par le 100. Donc là, ce sont des entiers, donc bien sûr, aucun problème à faire de la modification. Hein. Je l'ai dit, c'est accessible directement. Donc tout ce que vous avez vu, l'affichage, modification, il n'y a pas de problème. Quand c'est un nom, bien sûr, c'est différent. On l'a vu la dernière fois, oui, ça, dans l'épisode précédent, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, bien sûr, les choses changent. Donc là, on va avoir ça ici. Par exemple, je peux faire... Alors, encore une fois, il faudrait vérifier la valeur de retour hein, pour être sûr que le nom a bien changé hein, comme il faut. Mais là, on va dire dans p.name, la taille de p.name. Ici, c'est juste une seule chaîne, donc un seul spécificateur. Et là, je lui indique le nouveau nom que je veux. Donc si je veux par exemple son nom complet, on peut faire ceci. Hop, on recompile. J'invente des noms de fonctions, très bien. Pourquoi pas, hein, tout, c'est pas la première fois. Et voilà, et vous voyez que ça marche, il n'y a pas de problème. Encore une fois, avec une fonction qui permettait de contrôler, d'éviter de faire du débordement de tampons. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc on peut utiliser tout ça comme on l'a vu précédemment. Et à nouveau, hein, tout ce que vous avez vu dans les épisodes précédents, vous pouvez le réutiliser ici, l'exploiter directement, le réutiliser. Donc ça sert à tout ça, il faut bien être au point et à jour un petit peu par rapport à ça. On va aller un peu plus loin pour la seconde partie de la vidéo maintenant avec l'utilisation de pointeurs, parce qu'après tout, on ne les a pas encore abordés ici dans l'utilisation des structures, mais de créer, qu'est-ce qui se passe en fait si on veut créer un pointeur vers une structure, d'accord? De dire finalement, hop, on le fait en fait, voilà, par rapport à ce que nous avons. Alors, on ne peut pas en tout cas à ce stade, plutôt, faire ceci. Voilà.
Alors je peux faire ça, bon, oui, effectivement, je crée un pointeur nul, très bien, c'est super, c'est génial, mais c'est tout. Mais là, forcément, si on fait ça, votre ordinateur, c'est pas magique, il va avoir besoin qu'on lui indique la taille, d'accord, des données qu'il lui faut. C'est-à-dire que comme il sait manipuler bon, des entiers, un caractère, etc., donc ça, il est capable d'allouer la mémoire comme il faut. Il fait tout seul, il n'y a pas de problème, et c'est lui qui libère tout seul, d'accord. Il libère les données, vous n'avez jamais besoin de libérer les ressources qui sont utilisées. Mais ici, nous sommes sur un type un peu particulier que nous avons créé, et donc il sera nécessaire, et on le verra plus tard, il y aura un épisode dédié sur l'allocation dynamique de mémoire, justement, pour indiquer à l'ordinateur de réserver un espace mémoire pour ça. Et c'est-à-dire l'accumulation de ça, plus l'espace mémoire pour ça. Donc on a 3 données différentes pour en tenir ensuite l'espace qu'il nous faut. Et après, on pourra affecter les données tout bêtement. Donc à ce stade du cours, la seule chose que vous pouvez faire, l'utilisation de pointeurs sur les structures, c'est d'avoir une structure en amont. Bon, je vais revenir sur l'exemple de points, ce qui est un peu plus simple. Ici, donc par exemple, quelque chose comme ceci. Notre structure existe, et normalement, je pourrais même m'arrêter là et vous dire, voilà un petit exercice tout simple, créer un pointeur en fait vers cette structure-là, et vous devriez être capable de le faire, parce que c'est archi simple. Ça revient, alors d'ailleurs, c'est simple, sauf si on invente à nouveau des noms qui n'existent pas, voilà. C'est ça, voilà. Et je vais mettre, alors, PTR, bon là le nom est un peu bizarre, mais voilà. Voilà, ce sera peut-être plus lisible comme ça. Et là, on lui affecte bien sûr l'adresse de point. Et ça, c'est la même chose, voilà. ptrPoint est un pointeur vers struct point 2D, donc c'est bon. Et comme la donnée existe déjà, évidemment, si je lui affecte cette adresse, on a bien donc ça qui est un pointeur vers ça. Donc là, oui, effectivement, ça marche. Mais si on veut partir de rien, on est obligé d'allouer tout l'espace qu'il faut et ensuite d'affecter pour X la valeur qu'on voudra, pour Y la valeur qu'on voudra, mais pour ça, il faut allouer l'espace mémoire dynamiquement. Et à ce stade du cours, nous ne l'avons pas encore vu. Donc on verra bien sûr tout ça plus tard. Mais là, il n'y a pas de problème. Bien sûr, une fois que j'ai ça, je peux utiliser ce pointeur directement pour affecter les données. Alors comment faire au niveau des pointeurs? On a un petit changement au niveau de la syntaxe qui change un petit peu. On pourrait utiliser le point, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une syntaxe comme ceci, en indiquant ptrPoint et ensuite par exemple x. Et ici, je repasse x à 100. Alors, on va faire ça comme ça. Alors déjà, ça, je pourrais vous montrer ça en fait. Quand même de bien montrer qu'on a la même chose. Voilà. Et ce qui va changer pour cette syntaxe, c'est que normalement on devrait noter ça. Voilà. Et vous avez vu que bon, c'est pas des plus géniales, c'est sûrement source d'erreurs, pas pratique. Donc le langage permet, au lieu de faire ça, au niveau de la syntaxe, donc ça peut après, il y en a qui peuvent aimer, il y en a qui peuvent préférer, parce qu'encore une fois, avec cette syntaxe, on voit le déréférencement qui est fait, qui est explicite. Donc certains peuvent préférer. Autant moi j'aime bien les syntaxes explicites, autant ça que je vous avoue que celle-là, je l'utilise quand même plus rarement que l'autre, puisque l'autre elle est beaucoup plus simple, c'est l'utilisation d'une flèche. Donc un tiré, comment dire, pas un chevron, mais simplement un caractère strictement supérieur, et vous faites ceci. Et bien sûr, pour Y, même chose, vous faites ça. Donc là, forcément, je peux faire ça, c'est beaucoup plus lisible. Et là, je trouve en tout cas que c'est plus lisible, et on peut faire ça de cette manière. Voilà. Donc vous voyez que ça a bien changé, le pointeur fait bien référence à la même donnée, donc c'est bien la même chose, et je peux effectivement changer l'information, soit en passant par ça, soit, encore une fois, en passant par la variable elle-même. Mais ça, ce sont des révisions. Là, vraiment, tout ce que je montre, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est que de la révision de ce qu'on a vu en termes de syntaxe, à part ça. La nouvelle notation ici, puisque c'est propre aux structures, évidemment, puisque ça, c'est une nouvelle syntaxe, et ça aussi, et ça appartient aux structures. Mais tout le reste, c'est que de la révision avec des choses qu'on a déjà vues, et que vous êtes censé connaître à ce stade, en tout cas, des vidéos. Voilà, donc on ne pourra pas aller plus loin en termes de pointeurs de structure pour le moment. Ce que je vous ai dit, après, il faudra travailler avec de l'allocation dynamique de mémoire, mais on a un épisode qui arrive qui va être dédié, donc qui va venir pour la suite dans ce que vous avez fait au niveau de cette playlist. Donc un épisode dédié à l'allocation de mémoire. Donc vous inquiétez pas, on va avoir l'occasion de revenir plus tard sur le sujet. On termine maintenant avec la troisième partie de cette vidéo sur le passage de structure à une fonction, même le retour, voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'est-à-dire comment passer une structure à une fonction.
Donc classique, hein, ce qu'on avait fait avec les tableaux, hein, on avait fait pareil, les tableaux, comment passer un tableau à une fonction, comment renvoyer un tableau à partir d'une fonction. Donc là, on va se poser les mêmes questions. Voilà, comment renvoyer une structure depuis une fonction. Deux questions à se poser, et donc deux choses à vérifier par rapport à ce que nous avons ici. Hop, et on va pouvoir comme ça écrire les choses telles que nous avons en fait au niveau des valeurs. Alors, la petite recommandation, encore une fois après vous en faites ce que vous voulez, c'est généralement de passer, donc tout ce qui va être structure, parce que vous voyez que ça peut être très vite des données assez importantes, on va éviter la copie. C'est-à-dire que si on fait un passage tel quel, d'accord, qu'on passe la structure elle-même, rappelez-vous ce qu'on a vu sur les fonctions, on va copier les données. Donc quand on copie un simple entier, ça pose pas de problème. Quand on commence à copier quelque chose qui va occuper vraiment des dizaines, des centaines d'octets, imaginez un tableau avec vraiment énormément d'éléments, faire des copies sur des copies sur des copies, ça peut vite devenir problématique. Par contre, ne tombez pas non plus dans le piège de se dire, hop, si j'ai une structure, forcément je dois passer avec un pointeur. Parce qu'il y a des structures qui sont toutes petites. Vous voyez, celle-ci, si vous faites une copie de ça, c'est deux entiers. Donc encore une fois, ça reviendra à avoir une fonction quelconque, voilà, qui prend en paramètre deux entiers, genre une fonction de somme, voilà, de naïve. Donc ça, vous ne passeriez pas ça en passant par des pointeurs, puisque c'est tout petit. Donc il n'y a aucune raison de passer ça avec des pointeurs non plus. Donc voilà. Donc après, hein, vous faites là que vous voulez. Si vous voulez partir du principe que dès que vous avez une structure, vous passez par des pointeurs, bah, vous faites comme vous voulez. Mais avec un peu plus d'expérience, on comprend qu'il y a des éléments où quand les structures sont des tout bêtes, hein, sont des données brutes, sont toutes petites, on peut accepter les copies. Et après, bah, les données qui sont passées en revanche avec des pointeurs directement, eh bien là, on veut des données beaucoup plus. Ouais, c'est parce qu'on a des données beaucoup plus conséquentes, et donc on veut éviter ces copies à chaque fois par rapport à ça. Donc très simple, donc je ne vais pas faire de fichier d'implémentation hein, pour ces deux-là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer par rapport à ce qu'on veut utiliser, mais pour les données, si en tout cas qu'on veut copier, donc je vais noter une fonction tout de suite ici, même si je vous dis dans l'idéal, il faudrait faire un fichier player.c et écrire la fonction d'implémentation là, et mettre son prototype dans ce fichier d'en-tête, mais on est sur un exemple très simple, donc ça ira très bien. Faisons une fonction qui permet de faire monter de niveau le personnage, simplement. Donc je considère que, admettons, cette structure peut très vite après devenir beaucoup plus conséquente que ça dans un vrai exemple, donc j'ai pas envie de la copier pour le coup à chaque fois, donc elle, je veux passer par pointeur, donc je passe un pointeur vers un personnage, un struct player, et ici je peux changer comme ça la donnée. Une fois qu'on a accès à ça, bon bah c'est très simple, hein. On l'a vu hein, là, tout simplement. Je rappelle que nous avons ici un pointeur vers une structure qui existe ailleurs en amont, donc ce sera bien modifié, et de toute façon bah, il va juste falloir l'utiliser. Je vais faire hop. On va mettre le nom directement en spécifiant tout. Voilà. Bon, c'est vrai que bon, pas forcément une bonne idée d'appeler ça comme ceci si le nom change. L'avant et l'après, pour voir bah, que ça fonctionne bien. J'appelle ma fonction levelUp. Et ici, je lui passe directement l'adresse, puisqu'il attend un pointeur, donc on lui passe l'adresse, évidemment, pour que ce soit bien modifié. Et vous voyez que le joueur a bien gagné un niveau, donc pas de problème en faisant un plus plus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Sinon, bah, je peux très bien faire, bien sûr, 1 plus égal 1. Bon, bref, on peut s'amuser à faire ça comme on veut. Il n'y a pas de problème. Si on veut être sûr, d'ailleurs, oui, on pourrait faire ça comme ça. Donc on a comme ça un petit exemple, donc très simple. Hein. Passer une structure ici. Si c'était pour le point, comme je vous l'ai dit, on pourrait très bien bah, faire une copie, il n'y a pas de problème. Par contre, évidemment, si on veut modifier une valeur de la structure elle-même, bah oui, on passe par pointeur, parce qu'on veut pouvoir y accéder directement. Sinon, ça nécessiterait de renvoyer les choses et on n'a pas forcément envie. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas forcément génial. Donc au moins on peut faire comme ça des modifications par rapport à ce que nous avons. Si je veux retourner, donc ce qu'on avait vu là, comment renvoyer une structure depuis une fonction, que ce soit d'ailleurs une structure telle quelle ou même un pointeur vers une structure, si on par exemple veut faire une création, on pourrait tenter justement d'imaginer que cela est possible de cette façon. Donc je vais vous l'écrire. Je vais volontairement vous écrire un code qui va entraîner un comportement indéfini. C'est-à-dire que parfois vous pourrez avoir l'impression que ça marche, ou alors vous aurez des crashs, des plantages, parce que justement ce n'est pas quelque chose qui est garanti.
et qui amène à une erreur. Donc faisons un exemple assez naïf de se dire, je veux pouvoir créer un joueur, ici donc on va travailler avec des pointeurs, voilà, se dire de toute façon ça en soit l'un ou l'autre, de toute façon ça va être le même problème, et je veux créer une fonction qui, juste en lui indiquant le nom de mon personnage, va me renvoyer finalement un pointeur vers le personnage en question, et ensuite j'aurai plus qu'à afficher ces informations, et merveilleux, hein, la magie opère, et c'est génial, donc là, ceci, et là, pour le niveau, voilà, globalement ça. Naïvement, on pourrait noter, donc le pointeur ici, create, hop, ici je lui passe juste le nom, et on va même faire ça de manière détaillée, c'est-à-dire qu'on va faire ça à chaque fois, de se dire qu'on a notre structure, ok, vous voyez, je la crée directement ici, on retourne par adresse, puisque ça renvoie un pointeur donc par l'adresse, donc c'est bien ça qu'on devrait récupérer, donc logiquement on s'attend à voir ça, et on va compléter chaque étape. Donc on a juste déclaré, tout a été initialisé avec les valeurs par défaut, et on va faire ça proprement, de dire bon bah ici, moi je vais inventer le nom décidément, lui dire, on va le noter dans name, la taille de p.name, juste le spécificateur là, et on lui passe name, comme ça on fait une copie propre, ok. Et ensuite ici, pour le niveau, admettons, voilà, on peut considérer nos personnages commencent au niveau 10, on fait ça. Et ensuite, pour changer un peu, on va dire que par défaut il n'est pas actif, donc on met à false au niveau du booléen. Et voilà. Donc on fait ce genre de choses, et normalement, bon, quand on regarde le code tel quel, en termes de syntaxe, on pourrait se dire, bah, ça semble cohérent, on crée une structure, donc la donnée telle quelle, on copie bien tout ce qu'on veut dedans, et ensuite on renvoie ça, et vous avez appris qu'au niveau des pointeurs, logiquement, bon, si on fait référence à la structure, on retrouve bien toutes ces données. On va tester. Voilà. On va avoir, j'ai mis un O, oui bien sûr, bon ça c'était pas prévu, on va l'enlever, on recommence, voilà. Vous allez avoir un avertissement, donc vous voyez en plus c'est même pas une erreur, c'est considéré comme un avertissement, donc là si j'exécute le programme, bon bah là je vais sûrement avoir un plantage, voilà c'est effectivement le cas, j'ai rien qui s'est passé, et voilà. Il pourrait y avoir un scénario où ça marche, voilà, il pourrait y avoir un scénario où on se dit bah tiens en fait ça a affiché les choses, c'est très bien. Mais attention, ne vous faites pas avoir, il s'agit d'un comportement indéterminé, donc en fait on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Simplement parce que vous avez oublié un petit détail qui est la portée des variables. Et ici nous avons déclaré une variable locale, une variable qui est locale à cette fonction de création de joueurs. Donc au moment où vous quittez cette fonction, eh bien ceci c'est détruit. Donc ce que vous êtes en train de faire ici, c'est d'essayer d'accéder à un pointeur qui pointe vers un joueur qui n'existe plus. Ce joueur, malheureusement, le pauvre Chuck, bon, Chuck ne disparaît jamais vraiment, il est immortel, mais lui, en tout cas, cette fausse copie, finalement, ce faux clone de Chuck, lui a disparu dans les limbes au moment où on a quitté la fonction. Donc attention, ce n'est pas possible, et il faudra, pour cela, donc à ce stade, encore une fois, on ne peut pas aller plus loin, c'est comme ce qu'on avait vu un petit peu au niveau de ce que je vous ai expliqué concernant les pointeurs vers structure, par rapport à ce qu'on veut modifier. À nouveau, il faudra passer par de l'allocation dynamique, pour non pas que la donnée soit allouée sur la pile, puisque c'est le cas ici, c'est pour ça que l'on essaie de retourner une valeur locale, une donnée locale, et donc ça ne marche pas et est perdu, mais que ce soit plutôt alloué sur le tas. Et là, ce sera conservé et on pourra faire ce genre de choses. Donc il manquera juste l'étape de ça, d'expliquer en fait, d'allouer l'espace qu'il faut pour ça. Parce que là, on perd tout simplement l'information. Donc tant qu'on est ici, notre structure existe, hein, c'est super, elle existe que dans cette fonction, mais à partir du moment où on veut l'utiliser ailleurs, elle n'existe pas. Donc pour le moment, on est bloqué, ouais, on a ce petit problème-là, cette limitation-là à ce stade du cours, mais qu'on va bien sûr débloquer par la suite dans ce que nous verrons. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cet épisode. Donc on a fait comme ça un peu le tour du sujet concernant les structures. Maintenant, vous savez ce que c'est une structure, vous savez les créer en faisant leur définition, vous savez les manipuler pour soit initialisation, modification des données membres. On sait travailler avec des fonctions pour ces dernières, travailler avec des pointeurs. Et comme je vous l'ai dit, pour ce qui manque en tout cas, eh bien, ce sont des choses à voir pour la suite. Voilà, au niveau des éléments qu'on a. Alors, d'exemples de code, je vous en montre pas ici, parce que c'est des choses qu'on va voir plus tard, voilà, au niveau des structures, parce qu'en plus il y a des cas un peu particuliers, donc au niveau du noyau Linux. Mais globalement, le noyau Linux, de toute façon, ne manipule que des types. Donc je vous montrerai ça plus tard dans d'autres vidéos, parce qu'on va parler des énumérations, on va voir beaucoup d'autres types de données finalement au niveau du langage C. Donc je vous montrerai des exemples à ce moment-là pour compléter un peu tout ça. Donc on verra en temps et en heure, donc vous inquiétez pas. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas pour ce que je vous ai expliqué ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous exercer, très important, avec tout ce que je vous ai montré. Donc ça, encore une fois, voilà, on enlève, ne faites pas ça.
Là, vous voyez, j'enlève ce code. Hop, c'est pas bien. On enlève tout. Revenons à quelque chose de propre. Voilà. Code très simple pour cette suite-là. Et comme ça, on a fait un peu le tour du sujet. Donc au moins, vous savez, vous pouvez faire ça. Et à ce stade, vous ne pouvez pas encore faire ceci. Mais nous le verrons en tout cas assez vite dans les prochains épisodes. On va compléter un petit peu ici au niveau du cours en langage C. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite.